Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Merci également pour votre attachement indéfectible que vous ne cessez jamais de témoigner à notre chaîne et surtout particulièrement à notre émission qui réunit les acteurs politiques du Lualaba pour analyser de faits qui défraient la chronique. Vous êtes sans savoir que le 13 mai, il devait y avoir une manifestation organisée par l'opposition de la République démocratique du Congo. Cette marche a été interdite en même temps que les opposants eux-mêmes se sont réunis dans la soirée pour reporter au 20, c'est-à-dire le 20 mai, ils vont encore organiser cette marche. Et nous posons la question, pourquoi interdire la marche de l'opposition pendant qu'il y a eu des marches, il y a eu des manifestations qui se sont tenues là où il y a eu des dispositifs sécuritaires qui ont été d'ailleurs affectés pour sécuriser cette manifestation. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Pour quelle intention? Et est-ce qu'on cherche à nuire quelqu'un pendant que les opposants cherchaient à tout prix pour dénoncer la situation qui règne dans la partie Est, en même temps dire que la vie en République démocratique du Congo est devenue chère. Madame, Monsieur, autour de cette thématique, nous nous réunissons avec les analystes politiques du Lualaba pour débattre, afin d'éclairer l'opinion là-dessus. Chacun va émettre son point de vue. N'hésitez pas aussi de participer dans cette émission au numéro qui est affiché au bas de votre écran, 097 822 72 45, 097 822 72 45. Écrivez-nous, nous aurons aussi à lire votre message. Sur ce plateau, j'ai M. Josué Massengo, il est analyste des questions politiques du Lualaba, en même temps membre cadre de l'Union sacrée du Lualaba. M. Josué, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Chonard et salutations à tous les téléspectateurs et membres de l'Union sacrée qui nous suivent en ces moments. Et l'autre, c'est M. Jérémy Kapend. Il est coordonnateur de collectif, coordonnateur urbain du collectif Katumbi Président, je pense. Coordonnateur urbain du collectif des jeunes Katumbistes. Voilà, merci. En même temps, analyste des questions politiques. Pour l'instant, nous le recevons comme analyste politique. Il est de l'ensemble, disons. Lui, il parle souvent pour l'opposition. Il est avec moi. Pour le peuple. Pour le peuple. Voilà. Merci, M. Josué. Et disons, M. Jérémy, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Chinard, de nous avoir associés à ces débats patriotiques. Nous saluons également toute la population de la ville de Kolwezi et de partout où vous nous suivez. Nous saluons tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette grande émission de chroniques sociopolitiques. Voilà, je commence directement avec vous. Vous attendiez à ce que votre marche soit organisée. Au moment où on vous a annoncé qu'il n'y aura pas marche, ça vous a fait quoi? En fait, une marche pacifique, c'est une expression de la démocratie. C'était une marche pacifique. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa avait déjà été notifié depuis le 23 avril qu'il y aura marche pacifique. Interdire une marche pacifique n'est pas dans l'apanage d'un gouvernant. Ça, c'est de la violation de la Constitution, puisque selon notre Constitution, nous sommes dans un régime d'information. M. Ngobila a reçu cette notification depuis le 23 avril, mais il a fallu attendre à 2 ou 3 jours de la marche pour pouvoir appeler les organisateurs de la marche et leur parler de la sécurité ou de l'insécurité. Il a évoqué ses raisons, son problème était d'annuler la marche. Quand il a dit cela, eh bien, les leaders ont refusé. Ils ont réfuté pratiquement ses propos. C'est ainsi qu'il s'est dit, bon, comme vous tenez à tout prix à ce qu'il y ait une marche, alors au lieu que ce soit le 13, je programme votre marche le 18. Mais ce n'est pas également dans ses responsabilités de pouvoir reprogrammer ou planifier la marche du peuple congolais. Mais pourquoi est-ce que vous avez accepté aussi? C'est ainsi que, au lieu du 18, les leaders politiques congolais lui ont dit de pouvoir, alors, on lui a accordé une semaine, le temps qu'il arrange la sécurité ou l'insécurité, et que la marche puisse avoir lieu le 20 mai 2023. Vu que cette marche est une marche patriotique, avec des motifs nobles, et qui n'a rien à voir avec la barbarie, et ça s'appelle une marche pacifique. Et donc, M. Ngobila n'a rien à craindre, il n'a qu'à envoyer les éléments pour aller sécuriser la population qui va marcher ces jours pour plusieurs motifs.
Monsieur Josué, comment analysez-vous cette marche qui devait être organisée par l'opposition en même temps reportée? Selon vous, est-ce que ça a des raisons nobles? Bon, je pense que c'était déjà une marche qui était non opportune. Pourquoi? Parce que si vous suivez beaucoup plus le leitmotiv n'est-ce pas, de nos frères de l'opposition, c'est qu'ils veulent faire une copie conforme par rapport à la sortie officielle de l'Union Sacrée. Nous savons déjà tous que depuis la sortie de l'Union Sacrée officiellement, du côté de l'opposition, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu comment la mobilisation était. Et ils ont voulu aussi faire une copie conforme pour faire un contre-vent par rapport à cette sortie officielle. Et si vous regardez même le thème qu'ils prennent pour la marche, en disant que la vie est chère, bon, je me pose la question si les gens qui composent ces caucus-là de l'opposition sont des modèles pour ces pays. Parce qu'il faut savoir que parmi eux, l'un d'eux, qui fut Premier ministre, il y avait un projet de Boukangalonzo dont les Congolais se rappellent déjà. Un projet qui devait, n'est-ce pas, résoudre le problème de l'économie, qui devait rendre la vie moins chère. Mais il faut savoir que plus de 80 millions se sont volatilisés. Pourquoi? Parce que ce sont de mêmes personnes qui avaient, n'est-ce pas, détourné cet argent. Et aujourd'hui, ils apparaissent comme étant les anges de lumière pour prêcher, par exemple, pour dire que la vie est trop chère. Je pense que c'était une organisation inopportune. Et vous avez vu comment le gouverneur a répondu à leur demande. Parce que, vous savez, il y a des priorités pour ces pays. Mais ça n'entre pas dans ses attributions d'interdire la marche. Non, vous savez, le gouverneur de la province a le rôle, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité de la province. Il a évoqué les problèmes de la sécurité parce qu'il ne se sent pas capable de couvrir la manifestation. Vous savez, organiser la manifestation, c'est une chose, mais assurer la sécurité des manifestants, c'est une autre chose. Lorsqu'il y aurait des dérapages, ça va revenir encore au gouverneur pour dire que la police a dérapé ou la police était un nombre insuffisant par rapport à la foule. Et donc, tous ces calculs, toutes ces mesures, et le gouverneur a pris une mesure préventive parce que nos frères de l'opposition sont aussi congolais. Il faut préserver ces gens-là par rapport à la sécurité. Donc, ce sont des études qui ont été faites et le report a été très important, d'autant plus que nous avons des priorités dans ces pays. Est-ce qu'il faut marcher nécessairement pour prouver qu'il y a la démocratie? Mais non. Il fallait peut-être déposer un mémorandum. Si réellement ils avaient besoin que leur doléance puisse être entendue, il a fallu peut-être déposer un mémorandum. Ça aurait pu résoudre un problème. Mais pourquoi s'accrocher beaucoup plus à la marche? Mais je pense qu'ils veulent faire seulement un ping-pong par rapport à la sortie officielle. L'Union Sacrée n'a pas peur de Moïse Katumbi, qui s'est déplacé bien avant pour préparer cette marche. Et aujourd'hui, on lui interdit de ne plus marcher. Ce n'est pas une crainte. Vous savez, on ne se mesure pas devant notre compatriote Moïse Katumbi. Je vous rappelle ici que l'Union Sacrée, c'est une machine. Et c'est une machine à broyer. Je ne vois personne du côté de l'opposition qui peut faire face à l'Union Sacrée. Nous devons être sincères et honnêtes. Je ne vois pas. Si par exemple vous prenez notre confrère Moïse Katumbi, vous mettez de côté par rapport aux autres opposants, mais je pense que Moïse Katumbi, ce n'est pas pour la première fois qu'il organise des marches dans ces pays. Il en a déjà organisé, mais quels étaient les résultats? Je pense que nous ne devons pas tourner toujours en rond. Avec de telles marches, nous devons savoir quelles seraient les retombées. Parce qu'on en a déjà organisé tant de fois dans ces pays. Je pense que c'est le temps de mettre de l'eau dans le vin et regarder que le moment n'est pas bon pour organiser ce genre de marche. Et aussi, M. Gentini Ngobila a dit qu'il faudrait un dispositif sécuritaire assez un peu consistant. Oui. Mais pendant que l'Union Sacrée a pu réunir un nombre exagéré de militants dans le stade, et en même temps, il y a 8000 policiers qui ont été affectés pour sécuriser cette manifestation. Ne voyez-vous pas l'injustice? Il faut déjà être réaliste parce que pour la sortie de l'Union Sacrée, je commence par nous-mêmes de l'Union Sacrée. Est-ce que vous savez qu'on avait reporté la date de la sortie de l'Union Sacrée? C'était prévu pour le 23 avril, mais on a reporté ça pour le 29. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas deux poids, deux mesures. Il faut être juste réaliste pour dire que ce qui s'est passé du côté de l'Union Sacrée, ça vient de se répéter aussi du côté de l'opposition parce que la sécurité doit être assurée. Ici, nous ne devons pas organiser, plutôt regarder cet aspect sur le plan seulement politique. Soyons quand même réalistes. C'est la police qui doit sécuriser la population. Et la police se dit que
il faut d'abord reporter pour prendre des mesures sécuritaires, parce qu'il faut assurer la sécurité du début jusqu'à la fin pour protéger nos compatriotes. Et donc, si on se réfère à ce qui s'est passé à l'Union sacrée, ça sera de même pour l'opposition. Alors, j'aimerais que nos frères de l'opposition puissent se ressaisir et comprendre que le fait, c'est pas loin. Nous allons voir comment ils vont mobiliser pour dépasser la mobilisation de l'Union sacrée, comme ils prétendent le faire, parce que je pense que l'objectif, c'est faire face à la sortie officielle de l'Union sacrée. Comme vous le savez, le stade était plein, à l'intérieur comme à l'extérieur, et je ne crois pas et je ne vois pas l'opposition avec nos frères qui sont là, qui peuvent faire le bras de fer avec cette sortie officielle de l'Union sacrée. C'est pour la première fois de l'histoire qu'on voit une sortie officielle de plateforme électorale dans le stade, pleine à craquer, et des gens qu'on n'a pas achetés, des gens, des membres, des militants des différents partis politiques. Mais pour les autres, nous le savons, les pratiques qui la sensibilisation, la distribution la sensibilisation n'a pas été monnayée. La sensibilisation n'a pas été monnayée. Du côté de l'Union sacrée ou bien de l'opposition? Du côté de l'opposition, ça se voit déjà. Nous avons vu comment des gens sont mobilisés. Voilà, prenez la parole. Je pense que M. Voilà, Josué est en train tout simplement de déclarer ce qu'il connaît, ce qu'il sait déjà à l'avance, les pratiques et lui-même maîtrise bien. C'est ce qu'il est en train de déclarer ici. En fait, la marche de l'opposition n'est pas opportune. Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que les leaders de l'opposition politique ont sollicité, ont organisé plutôt cette marche. C'est pour les objectifs nobles. Vous devez aimer votre pays. C'est pour les objectifs nobles. Ça n'a rien à voir avec ce que l'Union sacrée a fait. L'Union sacrée, sa sortie officielle, tout le monde le sait. Les objectifs, c'est pour soutenir la candidature unique de l'Union sacrée. Et c'est ça l'objectif principal dans cette sortie. Et c'est ça même l'Union sacrée. Mais ça n'a rien à voir avec l'objectif de la marche organisée par l'opposition politique. Quelles sont les motivations de cette marche politique? Dire non à l'insécurité grandissante. Qui ne sait pas que ces pays... Et d'ailleurs, ça fait la raison pour laquelle M. Ngobila a reporté la marche. C'était pourquoi il a donné la première raison. Il a dit sécuritaire. Ça signifie qu'il y a un problème de sécurité. L'insécurité est grandissante. Non, là, ce qu'il a laissé, il s'agit de la protection de la police. Monsieur Josué, patientez, vous aurez la parole. L'insécurité est grandissante sur pratiquement toute l'étendue du Congo. À l'est de la République, on est en train de tuer chaque jour, il y a des morts. On est en train d'égorger chaque jour, il y a des morts. Mais s'il a évoqué... Sud Kivu, Nord Kivu, je vais arriver à Kinshasa. Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Beni, on est en train de tuer chaque jour, malgré l'état de siège. À Kinshasa, il y a l'insécurité urbaine. À la porte même de Kinshasa, il y a l'insécurité qui a quitté le Kwamout, qui est pratiquement à la porte de Kinshasa. Ça, c'est des sécurités qui sont incapables de maîtriser jusqu'à présent. Et ça, c'est parmi les motivations, les motifs de cette marche. Il y a au Katanga. Mais qui ne sait pas qu'il y a vraiment l'insécurité grandissante au Katanga? On ramasse des corps à Lubumbashi partout, les gens, des corps sans vie, et tout ça, c'est de l'insécurité. Et l'opposition voulait dire non à cette insécurité grandissante pour que les gouvernements puissent prendre des mesures appropriées afin de protéger les situations. Parce que ce sont les missions d'un gouvernement de pouvoir protéger... C'est là que Josué Massengo a dit qu'il n'y a pas d'exemplaire parmi les opposants qui sont là. Qui peut donner les leçons à qui? Il n'y a pas d'exemplaire maintenant, ça c'est très fort. Il ne faut pas être en contradiction avec sa conscience. Je sais que M. Josué était là. Quand le Premier ministre, là c'était le cas de Matata Ponyo qui était Premier ministre, mais tout le monde sait, avec le ministre de l'économie Bahati, il y avait les troïkas stratégiques, là où on donnait la situation, le cadre macroéconomique. Tout le monde se rappelle bien qu'à cette époque-là, les taux d'échange étaient fixes. Tout le monde se rappelle de la croissance économique. Tout le monde se rappelle des situations, des conditions sociales de la population. Comment était la population? Moïse Katumbi, quand il fut gouverneur ici, vous savez le prix d'un sac de farine coûtait combien? Quand Katumbi est parti, il a laissé le sac de farine à 9000 francs. Et aujourd'hui, le sac de farine est à combien? Moïse Katumbi, quand il fut gouverneur dans cette province, tout le monde venait ici au Katanga apprendre la gestion. Tous les gouverneurs venaient ici pour apprendre à gérer. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Qui n'était pas venu ici? Tout le monde venait ici. Kamerhe avait dit, en tout cas, nous allons envoyer les gens au Katanga pour venir apprendre la gestion. Si Katumbi avait mal géré cette province, et pourquoi tout ça? On a fait 22 audits par Kinshasa afin de trouver là où Moïse Katumbi n'avait pas bien travaillé pour pouvoir les coincer. Rien n'a été trouvé. Ils ont créé l'histoire des 500 mercenaires qui n'a jamais été prouvé jusqu'alors. Alors,
Qui a peur de l'Union sacrée? C'est quoi l'Union sacrée? Non, la sortie de l'Union sacrée, ils veulent organiser une marche pour faire face, oui, mais non. D'abord, par rapport à la mobilisation. Ceux qui ont convoqué cette marche sont de l'opposition. Ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas au pouvoir. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent qu'ils vont donner à tous ces gens qui viendront à la marche? Où? Qui va donner cet argent? C'est Élise Sanga, bien c'est Martin Fayoulou. Ils n'ont pas d'argent et donc personne n'a l'argent à donner à la population. Tous ceux qui viendront ont été sensibilisés, ils sont conscients des enjeux, du danger dans lequel le pays se trouve actuellement. C'est pourquoi ils seront là. Et donc la marche de l'opposition politique congolaise n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'Union sacrée. L'Union sacrée fait peur à qui? Non, c'est une machine à broyer. C'est une machine qui va broyer qui? L'Union sacrée. Qui va broyer Moïse Katumbi, Matata Mponyo, Délice Sanga et tous ces gens-là qui constituent l'opposition. Je vous assure que c'est faux et archi faux. Cette Union sacrée que vous voyez, c'est une coquille vide. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La mobilisation a été effectuée, les gens sont venus au stade. Les stades, je vous informe ici que le stade c'est 80 000 places assises. Mais 400 partis politiques, 500 églises ont été incapables de remplir le stade là-bas. Je vous informe que le stade, il y a des parties qui étaient vides. Alors, ça c'est... Josué Massengo va réagir sur cette question. Il n'y a pas de problème, il va réagir. Moi, je vous donne ce que nous, on a vu. Il était à Kinshasa. Hein? Le stade... Mais, si le stade à Kinshasa, ça change quoi dans ce qu'on va dire ici? Le stade... Il y avait des militants. Nous n'avons pas dit qu'il n'y avait pas de militants. Il y avait des militants qui sont venus plus tôt. Comme lui-même l'a dit, réclamer. Ils sont venus, ils ont participé à la marche. Et puis, on leur a remis leurs 10 000, 15 000 francs. Ils sont sortis. C'est pourquoi vous aviez vu, quand le président entré, Mbosso et toute sa bande, ils sont arrivés, le stade était vide. Pourquoi est-ce que le stade était en train de se vider? Puisque, selon lui, l'Union sacrée, c'est une machine à broyer et on a peur de l'Union sacrée. Pourquoi? Ils étaient en train de faire les discours dans un stade vide. Il y avait que les diffuseurs. Il dit, il s'entend. Non, c'est faux. Il n'y a même pas de caméramans. Ce sont les images qui ont été prises avec des téléphones. Tout le monde voit. Nous avons vu. Ce n'était pas avant la manifestation. Pendant que les gens entraient dans... Non, c'était après. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. Ces images ne sont pas passées. Quand vous regardez Mbosso faire les discours, ça signifie quoi? C'est que le peuple... Ce ne sont pas des montages. Non, le peuple vous a dévoué. Lui, c'est un pasteur. Dites-moi, répondez-moi, pasteur, vous êtes dans votre église, Mimbo, Mounacheza, tout ce qui s'est passé, ma témoignage, ça à la prédication. Arrivé à l'heure de la prédication, vous prenez la Bible, vous passez devant la chaire et tous les fidèles, banatoka inje banenda. Tout. Mais oui, à part qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que le pasteur va dire? C'est pour la première fois, comme il l'a dit, depuis que ce pays existe, depuis que la République démocratique du Congo existe, qu'ils puisse voir une plateforme politique. Prenez cette question. Prenez cette question. Je termine par là. Vous savez, les musiciens ont organisé des manifestations dans ces stades. Un musicien qui organise des concerts, les gens commencent à entrer dans les concerts à partir de 18 h. Les musiciens arrivent à minuit et tout le monde est là, personne n'est parti. Il arrive, tout le monde est content, il danse jusqu'à 2 h, 3 h, 4 h du matin, chacun rentre chez lui. Mais avec eux, c'était le contraire. C'est pour la première fois dans ces pays que nous puissions vivre cela. Le message est clair, le peuple congolais les a vomis, tout le monde voit ce qui se passe. Donc, ce que M. Josué dit ici, c'est juste pour se consoler un peu. L'Union sacrée, c'est une coquille vide et ça ne fait peur à personne. Voilà, je vais revenir à vous, M. Josué. Si aujourd'hui, les opposants disent que la vie est devenue chère, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échoué pendant le 4 ans qu'il a passé à la tête de notre pays, il n'a pas su relever le niveau de vie des Congolais. Bon, je pense, avant de répondre à cette question, il faut déjà corriger cette erreur de nos frères de l'ensemble. Parce qu'on savait déjà qu'il y aurait des caméramens de l'ensemble. Il n'y avait pas dans le stade. Ce sont les images qui ont été prises par les amateurs. Le stade de martyrs est tellement grand. Et il y a le gradin, il y a la pelouse, il y a l'extérieur du stade, n'est-ce pas? Vous savez, il y a un moment donné, il y avait un grand soleil. Les gens s'échangeaient des positions. Les gens, d'autres personnes descendaient du gradin et descendaient sur la pelouse. Vous étiez dans le stade? Affirmatif, il y a même des images. Il y a des images. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous sommes réalistes
Et ce n'est pas devant la machine de l'opposition qu'on peut trembler. Les stades étaient pleins, ce n'est pas un débat. Quel que soit le montage que nos frères ont déjà fait là, ça ne change rien parce que, je le répète encore, c'est pour la première fois de l'histoire que le peuple congolais a accepté être du bon côté de l'histoire. Et le bon côté, c'était l'union sacrée. Ce n'est pas un débat. Par rapport à la vie chère, je me répète encore ici, dans l'opposition ici, je ne vois personne, modèle, qui peut parler aussi aujourd'hui et réclamer la vie chère, d'autant plus que ces gens qui réclament la vie chère des Congolais devaient être des gens dans la prison. Pourquoi? Comme qui? Matata Pogno, le premier exemple. Parce que quand on parle de Boukangalonzo, je me répète encore, Boukangalonzo, c'était le moteur du relève de l'économie congolaise. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Si vous y allez là-bas, vous allez trouver des moteurs sans, et plutôt des engins sans moteur. Le 80, c'est lui qui était le répondant. Non, le premier ministre est responsable devant le Parlement. C'est lui qui était responsable du programme gouvernemental. Alors, il a détourné. Il y a eu même des procès en cours d'ailleurs. C'est pas encore fini. Nous savons là où on va en venir parce que nous sommes dans un état de droit et la justice est indépendante. L'exemple de Matata Pogno n'est pas un modèle. Si aujourd'hui il parle de la vie chère, c'est eux qui nous ont coûté la vie chère parce que le gouvernement congolais, le peuple congolais leur a donné le moyen pour changer, pour élever l'économie de ces pays. Ils ont détourné l'argent. Ils parlent aujourd'hui du Grand Katanga quand notre frère Moïse Katumbi était au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant cette période-là? Je vous dis, l'économie était par terre. Toute l'économie était prise en otage par les hommes forts de ce pays. Je vous dis à Lubumbashi, même pour fabriquer le brick ici, Moïse faisait ça. Si on vous attrape en train de fabriquer le brick, en tout cas, c'est la prison. Est-ce que je me trompe? C'est la vérité. Vous allez répondre. Écoutez, dans la tête de M. Josué. Non, patientez. Oui, patientez. Tout ce qui était économie était pris en otage par M. Moïse Katumbi et son entourage. Vous prenez le même discours de la rue. Le même discours des parlementaires de la rue. Non. Ça m'étonne. Allez vers les acteurs économiques. C'est dans ces minutes qu'il est allez vers les acteurs économiques. Ils vont vous dire que ce monsieur, c'était un cauchemar pour l'économie de ce pays. Donc, ce n'est pas un modèle. De gens qui sont dans la magouille pour bloquer la farine du côté de la Zambie, pour qu'il y ait carence dans les Grands Katanga, pour qu'eux puissent brandir pour dire que non, nous, dans notre temps, on avait... Mais est-ce que ce sont des modèles? Mais non. Aujourd'hui, je vous dis, l'économie est en train de se relever. Pourquoi? Parce qu'on a passé par l'époque de Covid-19, il est témoin ici. Vous savez comment le chef de l'État et son gouvernement se sont battus pourvu que l'économie reste stable. Vous savez, aujourd'hui, nous produisons le cobalt et le cuivre. Vous savez, nous sommes dans un monde ou dans un village planétaire où nous produisons les cobalt, produisons les minéraux, mais c'est la communauté internationale qui nous fixe les prix. Donc vous savez que tout cela a l'impact sur l'économie. Si aujourd'hui nos frères de l'ensemble n'arrivent pas à comprendre ce rouage, je me dis... Quand ils seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme fruit? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans un village planétaire, d'autant plus que le minerai que nous produisons font partie de la relève de notre économie. Donc il y a les efforts par-ci, par-là. Aujourd'hui, la farine était à 120 000 francs dans les Grands Katanga, Lubumbashi et Kolwezi. Mais pendant que Moïse avait laissé à 9 000 francs. Non, écoutez, je m'explique. Oui. Le gouverneur du Haut-Katanga et aussi du Lualaba, l'excellence Fimasuka et Jacques Yaboula, se sont battus comme étant dignes fils du pays. Ils ont ramené à 45 000 francs. Et d'ici peu, ça va encore rabaisser parce qu'il y a les efforts qui se font. Mais si aujourd'hui on veut faire récupérer, je me répète encore, l'autre fois j'étais encore avec un membre de l'ensemble sur ces plateaux, j'ai compris que leur lutte politique se mesure sur un sac de farine. Donc pour eux, si un sac de farine revient à 8 000 francs, c'est fini, l'économie change du pays. Mais je vous dis, il y a des provinces où on ne consomme pas la farine. Il a évoqué les taux de dollars quand même qui étaient fixes, ça ne grimpait pas. Il y a des efforts. Il y a des efforts qui se font. Vous ne devez pas jeter en bloc tous les efforts que fournit le gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que aujourd'hui, nous pouvons dire que l'économie est par terre? Non, il y a des efforts qui se font. Je pense, mon frère c'est un économiste, si je ne me trompe pas. Il y a des indicateurs. Il est le mieux qui peut nous expliquer ici pour dire qu'il y a quand même les efforts qui se font et vous ne devez pas prendre le pays de la RDC se rabaisser jusqu'au niveau de considérer l'économie sur base d'un sac de farine, d'autant plus qu'il y a des provinces, qui ne consomment pas la farine. Je vais revenir à vous, M. Josué. Vous avez suivi récemment Nicolas Kazadi. Vous qui disiez aujourd'hui que la vie est devenue chère en RDC,
c'est vous qui êtes dans des magouilles pour bloquer la farine d'entrée en RDC, pour qu'on puisse constater qu'on est en crise alimentaire. Il est regrettable de constater qu'un gouvernement constitué de plus de 50 ministres puisse passer devant la télévision, devant la face du monde entier et déclarer que non, derrière cette crise de farine, se cache une main noire, c'est Moïse Katumbi qui est en train de manipuler. Vous, Katumbi a quitté le pouvoir depuis 2015. Matata est parti depuis très longtemps de la primature. Une saison culturelle, c'est 6 mois seulement. Vous êtes là depuis 2019. Qu'est-ce qui a empêché de pouvoir cultiver pour que vous ne puissiez pas dépendre de l'extérieur? Puisque c'est qu'on dit, il a bloqué. Donc nous attendons la nourriture venant de l'extérieur. Vous comprenez pourquoi est-ce que nos amis passent à côté de la plaque? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est quoi la priorité. Le peuple a ses priorités, mais s'embrouille un peu dans les histoires qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple fait. La première priorité à laquelle un gouvernement doit s'attaquer, c'est assurer le social de la population. Et quand on parle du social de la population, on parle de la paix. Le social de la population, d'abord, il suffit de donner à manger au peuple. Le peuple doit être en permanence, doit avoir accès facile aux biens de première nécessité qui assurent sa survie dans la communauté. Vous, personne ne peut parler de l'émergence, personne ne peut parler du développement d'une entité ou d'un pays tant que le peuple a faim. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, si vous négligez, vous dites que non, et à cause du sac de farine, c'est à manger. Quand vous n'avez pas encore mangé, vous n'aurez pas la force d'aller travailler. C'est vous qui bloquez, vous bloquez. C'est ce que j'ai dit, c'est regrettable de voir un gouvernement. Ils ont constitué une délégation de plus de 10 ministres nationaux qui sont partis en tourisme Afrique du Sud, Zambie, pour échouer au Katanga, pour récolter rien. Ils n'ont rien récolté. Arrivés en Zambie, au lieu de leur donner la farine, on leur a donné les intrants agricoles, allez cultiver chez vous. Si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce que les Congolais est paresseux. Les Congolais ne savent pas c'est quoi les priorités. Nous attendons toujours à pouvoir dépendre de la Zambie, de l'extérieur pour tout. Un pays doit aussi assurer sa souveraineté agricole. Monsieur Jérémy. Et la souveraineté agricole se résume dans le fait que vous devez produire à l'interne tout ce que vous consommez chaque jour quotidiennement. Tout ce que le peuple consomme, tout ce que le peuple mange, vous devez les cultiver, les produire sur place. À Lubumbashi, il y a des sacs de farine qui se vendent à 20 000, mais il faudrait que tu sois de l'ensemble. Non, c'est faux. Le gouvernement Kabula, c'est lui qui est en train de vendre les sacs de farine à 20 000 francs. Kabula n'est pas d'ensemble pour vendre la farine seulement au cadre d'ensemble. Mais ce Josué a dit ici que non, quand Matata était Premier ministre, Katumbi était quoi, ils n'ont rien fait, l'économie était en souffrance. Mais ce sont les gens qui ont redressé cette économie. Je vais vous parler du cadre macroéconomique. Quand on parle du cadre macroéconomique, nous voyons particulièrement 4 indicateurs de la politique économique. Nous avons le premier indicateur, c'est la stabilité des prix. Là où nous voyons l'inflation. Et donc, un gouvernement doit travailler pour stabiliser les prix des biens et services sur le marché. Mais quand vous voyez la situation que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est une situation inflationniste. C'est-à-dire, tous les biens sur le marché sont en train de voir leur prix augmenter, sans exception. Et cela doit être observé pendant plus ou moins 1 an. Et vous êtes sans ignorer, même quand vous lisez les rapports de la BCDC, on va vous donner les taux d'inflation. C'est-à-dire, nous traversons une situation inflationniste depuis déjà pratiquement 2 ans. Les biens, tous les biens sans exception, sont en train d'augmenter les prix sur le marché. Ça, c'est le premier. Antoine a échoué. De ce point-là, l'économie ne marche pas. Deuxième point. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Laissez-moi terminer les 4 pour pouvoir répondre maintenant. Oui. C'est ça même l'économie. Deuxième point, c'est le taux de chômage. Et donc, le gouvernement doit travailler pour la stabilité de l'emploi. L'objectif ici, c'est d'atteindre le plein emploi. Mais économiquement parlant, c'est une situation impossible. L'objectif ici, c'est seulement de pouvoir avoir beaucoup plus de travailleurs que des chômeurs. Mais quand vous voyez dans notre pays, ils ont promis, le chef avait promis qu'on va créer beaucoup d'emplois. Il a fait des tours à travers le monde pour chercher les investisseurs qui viendront créer les entreprises afin que les Congolais puissent travailler. Mais aucun investisseur n'est venu. L'ambassadeur américain Mike Hammer avait déclaré cela tout haut qu'aucun investisseur ne viendra au Congo. Pourquoi? À cause de la corruption, détournement, les bruits de bottes. L'argent n'aime pas les bruits.
Et dans un environnement économique pareil, aucun investisseur ne viendra. Et donc, aucun emploi n'a été créé. Ça, c'est le deuxième indicateur. Troisième indicateur, il s'agit... Oui. Troisième indicateur, il s'agit ici de la croissance économique. Et donc, un gouvernement doit travailler pour pouvoir accroître la production nationale et extérieure de son pays. Et là, on voit la richesse qui est créée à l'interne. Vous ne pouvez créer la richesse que si vous avez des entreprises à l'interne. Vous avez vos entreprises nationales, vous produisez tout ce que vous avez et cette richesse est mesurée par les indicateurs qu'on appelle les PIB et les PNB. Mais quand vous voyez par rapport à la croissance, vous-même essayez d'évaluer ce qu'était la croissance à l'époque de Matata et ce qu'est la croissance aujourd'hui. Le dernier indicateur, je m'arrête par là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la balance commerciale. Cet indicateur vous dit que un gouvernement doit travailler pour pouvoir laisser sa balance excédentaire. Qu'est-ce qu'on appelle une balance excédentaire? La balance excédentaire, c'est quand les importations sont supérieures par rapport aux exportations. Non, les exportations sont supérieures par rapport aux importations. Mais tout le monde le sait ici que notre économie est totalement extravertie. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, même à l'époque de Matata. Vous n'êtes pas là pour vous plaindre, il faut faire quelque chose pour changer la situation. L'économie est extravertie, donc nous importons pratiquement tout. Alors, quand on parle de l'économie, ce sont les 4 indicateurs ici qu'on doit voir, mais quand vous jetez un coup d'œil sur la stabilité des prix, les taux de chômage, la croissance économique ainsi que l'équilibre de la balance commerciale, vous vous rendez compte que tous les 4 indicateurs de la politique économique nationale sont en train de clignoter en rouge. Donc, parlant de l'économie ne marche pas. Le président, le chef lui-même l'avait dit, que je suis conscient que la situation sociale de notre peuple n'est pas réduisante. Il est conscient, il le sait. Voilà, mais il fait le tour dans le pays, il voit ce qui se passe. Parlons de la situation sécuritaire. Le social, c'est vraiment une catastrophe. C'est un point qui a été évoqué par les opposants. Ils disent qu'aujourd'hui... Vous ne devez pas parler des opposants, parlez du peuple. Le peuple a dit, il a fait. Le peuple a dit, il est en train de mourir. Ceux qui sont dans la majorité... Ceux qui sont en train de mourir, c'est seulement les opposants? Est-ce que ceux qui n'ont pas à manger dans leurs assiettes, c'est seulement les opposants? On parle de... Voilà. Même les membres des familles, de leur famille. Mais aujourd'hui, dans sa famille, il y a des gens qui n'ont pas à manger. En parlant de la situation sécuritaire, il faut déjà comprendre que... Y a-t-il des avancées? Il y a déjà des avancées. Vous savez, quand je prends mon frère, j'ai suivi... Il a expliqué les termes économiques. C'est ça, des théories. Il faut toujours maîtriser ces théories-là. Mais nous sommes devant un fait accompli. C'est-à-dire, par rapport à l'insécurité, il faut savoir que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la manière dont il a pris les pouvoirs, vous avez vu comment il est parvenu à démanteler tout un réseau. Parce que vous savez, résoudre les problèmes de l'insécurité, il a fallu d'abord comprendre qui sont les parties prenantes de cette insécurité. Aujourd'hui, avec le procès qui est passé ici de Mongachouchou, vous avez compris qu'il y a certains Congolais qui étaient impliqués. Mais tout ce temps, est-ce qu'on les a retrouvés? Non. Parce qu'il y a eu cette volonté du chef de l'État de résoudre cette crise à l'est de la RDC. Et donc, ça fait partie des avancées significatives parce qu'on comprend qui est réellement notre ennemi. Du régime passé, on n'a jamais prononcé du haut de la communauté internationale qui est notre adversaire. Mais le chef de l'État l'a pu le dire. Dans l'opposition de nos frères de l'opposition, je les appelle les opposants. Ils disent qu'ils sont du côté de la population. Non, quelle population? Quelle population? La population avec qui meurt. Non. Vous voulez qu'on parle de qui? Vous ne devez pas parler au nom de la population. Aussi longtemps, on ne vous a pas mandaté. Vous savez, nous sommes dans une démocratie représentative. Dans la démocratie représentative, il faut corriger ces erreurs. Aucune personne, aucune population a mandaté les gens de l'opposition de parler à leur nom. Nous sommes dans une démocratie représentative, c'est-à-dire que ce sont nos députés au niveau provincial et national qu'on a voté, c'est eux qui nous représentent et c'est eux qui ont mandat de parler au nom de la population. Il ne faut jamais parler de la population aussi longtemps on ne vous a pas mandaté. S'ils ne disent pas tout haut, mais l'opposition est là pour... Qu'ils parlent au nom de leur parti politique. Qu'ils parlent au nom de leur parti politique. Et donc, le membre de l'opposition, aucune personne, aucun leader n'a déjà déclaré plutôt condamner l'agression rwandaise. Même Moïse Katumbi n'a jamais fait. Est-ce qu'il a déjà cité dans ses discours que Paul Kagame... Non, vous aurez la parole. Est-ce que Moïse Katumbi a déjà déclaré que Paul Kagame et le Rwanda sont nos agresseurs? Jamais. Il dit seulement que nous compatissons avec le peuple de l'Est. Mais
Mais Nicolas Kazadi a dit qu'il se pourrait que Moïse Katumbi a des comptoirs d'or à Kigali. Bon, vous suivez les propos de Nicolas Kazadi. Et je pense, mon frère ici doit louer les efforts du gouvernement actuel et du régime actuel. Nous louons les efforts. Parce que aujourd'hui nous comprenons à quoi ressemblait l'Est de la RDC. Soyons réalistes. Avec l'état de ces... Nous avons eu quand même des pistes, des solutions pour dire que il y a quand même des Congolais qui sont impliqués. Et avec les procès ici de Mwangachuchu, il y a des secrets d'État. Mais pourquoi faire appel beaucoup d'armées? Il y a des armées rougandaises. C'est tout à fait... Vous savez, la guerre de l'Est, c'est une guerre tout à fait internationale. Les gens qui ont fait les relations internationales doivent nous expliquer, ils doivent comprendre que c'est la rouage international, le multinational. Et si jusque-là, le gouvernement arrive à assurer le minimum de la sécurité qu'il est en train d'assurer à la population de l'Est de la RDC, il faut déjà féliciter. C'est un processus et je suis sûr, nous sommes convaincus, étant des compatriotes, étant des vrais Congolais, nous savons que cette crise va terminer un jour. Même Laurent Désiré Kabila l'avait dit que cette guerre sera populaire et longue, mais elle va finir là où elle a commencé. Mais l'emboutillage de toutes ces armées qui arrivent là, ça ne peut pas nous créer un jour des problèmes. Non. Parce qu'on ne sait pas les accords conclus entre ces armées-là qui viennent. Chaque force qui arrive a des limites. Et c'est au nom de la cohabitation pacifique du pays des Grands Lacs. Vous savez, si l'Est de la RDC aujourd'hui continue à présider l'insécurité, tous les autres pays sont en danger. Et c'est pourquoi c'est un commun accord. Ils veulent que cette situation puisse changer. Si aujourd'hui, les gens de l'opposition veulent faire ça comme une récupération politique, je vous dis, c'est une insulte de la population congolaise. C'est partant de la promesse du président de la République. République. Pourquoi? Je m'explique. Parce que c'est comme un homme qui a marié sa femme. Sa femme n'arrive pas à donner des enfants après 2 ans de mariage. Mais le mari commence à se moquer de sa femme. Donc c'est-à-dire que vous exposez votre vie intime sur la place publique. Donc aujourd'hui, nos frères de l'opposition doivent comprendre qu'il y a des sujets auxquels ils peuvent marcher. Et non pour enfoncer encore le gouvernement en place, en lieu et place de les soutenir. Je n'ai jamais vu notre frère, plutôt le leader de l'ensemble ici, Moïse Katumbi, il dit qu'il faisait l'opposition républicaine. Qui dit l'opposition républicaine? C'est-à-dire que quand il y a les efforts qui se font dans notre pays, il faut quand même louer. Je n'ai jamais suivi un tweet ou un discours de Moïse Katumbi pour féliciter les efforts du gouvernement actuel. Mais c'est pour cela qu'ils veulent organiser une marche pour dire non à l'insécurité qui sévit dans la thématique de cette marche. Ils veulent toujours faire une équipation politique pour dire que eux peuvent faire mieux de plus que le gouvernement actuel. Eux peuvent même faire mieux de plus que le régime actuel. Je pense nous les concédons parce que pour les Congolais, quand on fait l'opposition, tout est noir. Mais pendant qu'il y a des efforts qui se font. Je réitère ici la déclaration du chef de l'État qu'il ne peut pas céder même 1 mètre aux agresseurs. Et il a dit qu'il ne peut pas dialoguer avec les agresseurs. Donc c'est-à-dire qu'il est ferme et il fait des stratégies pourvu qu'aujourd'hui que nous ayons cette paix que nous avons. Parce qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Il y a quand même les efforts qui se font. Il y a 2 villages qui sont récupérés par l'armée régulière. Et donc, je refuse ici que l'opposition puisse prendre cette récupération politique. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des avancées? Écoutez, dans la partie Est, parce que vous voulez dénoncer aujourd'hui que... Non, patientez que je vous pose la question. Vous voulez dénoncer que dans la partie Est, l'insécurité sévit jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qu'on tue. Et donc, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas ce qu'on peut féliciter Félix-Antoine Tshisekedi comme effort fourni. Le problème à l'Est est que cette partie est livrée à tous les pillards. L'insécurité à l'Est, les M23 et toutes les forces négatives qui sont à l'Est, nous savons bien que ces forces sont instrumentalisées par les pays de l'Est. Rwanda, Burundi et Ouganda. Le M23 est une création de l'Ouganda qui est soutenue par les Rwandais, militairement, financièrement, sur le plan logistique et même sur le plan ressources humaines, puisque ce sont les militaires rwandais qui viennent renforcer les forces des M23. C'est les Rwandais qui nous agressent. C'est pourquoi nous parlons de l'agression de la RDC par les Rwandais et ses voisins qui sont à l'Est là-bas. Alors, nous ne pouvons pas faire recours aux forces de l'EAC pour venir sécuriser l'Est du pays. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont en train de créer l'insécurité et nous ne pouvons pas faire recours aux mêmes personnes qui ont créé les problèmes pour venir créer
chercher ou trouver une solution. Monsieur Josué a dit que non, ils doivent quand même apprendre à être reconnaissants. Mais quand même, il y a des efforts. Il faut être reconnaissant. Oui. Quand le président a appelé, il a appelé la nation congolaise à répondre à son appel afin que nous puissions lutter contre l'insécurité, contre tout ce que nous vivons ici. Le président Moïse Katumbi était parmi les premiers à accepter cet appel. Lui-même, il le sait. Non, quand il y a eu marche, laissez-moi. rwandaise. Mais c'est quoi l'appel? Il a lancé l'appel par rapport à quoi? Par rapport à l'agression rwandaise. Le président Katumbi était le premier à accepter cet appel. Et même quand il y a eu marche ici pour soutenir le FRDC, nous étions là. Quand vous étiez dans l'Union sacrée. Non, on n'a pas accepté cet appel parce qu'on n'était pas de l'Union sacrée. Nous avons accepté cet appel comme étant congolais et patriotes. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que nous sommes telle part ou telle part. Nous le faisons pour l'amour du Congo. Le M23 a été défait depuis 2013 par le général Mamadou Ndala. Tout le monde connaît l'histoire héroïque du général Mamadou Ndala. Il a été défait. Le M23 n'existait plus. Quand le président sortant, Joseph Kabila, donne le drapeau le 20 janvier 2019 ainsi que la constitution au président de la République, il lui a remis 145 territoires entre les mains. Il n'y avait pas... Actuellement, nous avons plus de 175 groupes armés actifs. Quand Kabila partait, il a laissé moins de 50 groupes armés. Et donc, ça, vous ne pouvez pas voir... moins de 50 armées... Le M23... Oui. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le M23 était défait. Il a fallu que 2019, l'UDPS arrive au pouvoir pour appeler encore les gens du M23. Vous avez suivi tous les déclarations du porte-parole de M23, c'est qu'il a dit. Tout le monde a suivi. C'est pas une parole d'évangile. Ne peut créer quoi que ce soit là-dessus. Ils ont été hébergés à Kinshasa pendant autant de jours. On ne sait pas de quoi ils parlaient. Et après, comme nos frères sont champions dans le non-respect des accords, ils ne se sont pas entendus. Les M23 sont rentrés à l'Est. En rentrant à l'Est, ils ont repris les armes. C'était un mouvement qui était déjà défait, mais eux ont aidé ces partenaires-là à pouvoir reprendre les armes. Et maintenant, quand les M23 arrivent à l'Est, cette fois-ci avec l'appui, le soutien d'un partenaire redoutable, Kagame, Museveni et les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes à Kinshasa. L'UDPS nous amène Kagame au stade des martyrs. Tout le monde crie Yonani Oboya Kagame, Yonani Oboya Kagame. On nous a présenté Kagame comme un partenaire fiable, sûr, en qui on peut avoir confiance, on peut rire et tout ça. Et après, on l'a présenté encore comme notre frère. Maintenant, votre frère est en train de nous tuer. Vous voulez que nous on fasse quoi? Parmi les leaders politiques, les 4 là-bas, s'il y a les gens qui... Martin Fayoulou était le premier à pouvoir demander à ce qu'on attaque le Rwanda. Monsieur Jérémy, il y a plusieurs manifestations, plusieurs marches qui ont été organisées par les gens de l'Union sacrée. Toutes les couches de la RDC ont organisé presque le marche de même nature. Pensez-vous que la vôtre va porter des fruits? Oui, la marche a porté des fruits. Vous savez, quand on a marché, nous avons lancé un message à la communauté internationale. Puisque, comme vous le savez, le Congo est victime d'un complot international. Hormis la guerre économique que nous avons ici, si vous connaissez, mais si vous reconnaissez déjà... Nous avons toujours dit la vérité. Mais vous jetez ça sur les dos du régime actuel. Mais Félix n'a rien à voir dans tout ça. Mais il a tout à voir là-dedans. Il est le garant de la nation. Il est le commandant suprême. Vous êtes le capitaine de l'équipe. Quand il y a les problèmes dans l'équipe, on va voir qui? C'est le capitaine qui doit organiser le jeu. Toi, Mputu, va là-bas. Et toi, qui dit, bah, fais ça. Toi, Galutuka, fais ça. C'est le capitaine qui fait cela. Ce sont les Congolais que je cite ici. Et donc, c'est lui qui doit, en fait, nous montrer ce que nous devons faire. S'il appelle, venez, enrôlez-vous, on va aller à la guerre. On va aller s'enrôler pour aller combattre les Rwandais. Mais... pour aller combattre les Rwandais, il faudra que certaines conditions soient réunies. Et donc les 4 leaders, c'est parmi les leaders qui condamnent l'agression. Moïse Katumbi fut le premier à pouvoir condamner cette agression. Le premier homme politique congolais. J'ai les tweets ici, je peux même vous le montrer. Voilà, merci il fut le premier à le faire. Et donc, mais Jésus, prenez la parole. Nous avons condamné cette agression. Ce sont les Congolais qui sont en train de mourir et nous ne pouvons pas nous taire quand les Congolais sont en train de mourir. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de mourir. Vous êtes en train de louer les prouesses du président de la République. Et en même temps qu'il y a des gens de l'UDPS et ceux qui sont dans l'Union sacrée en train de dire que nous sommes en train de nous battre pour que l'insécurité puisse prendre fin. Et ne voyez-vous pas que, vu qu'on arrive déjà à la fin du mandat,
on peut rester toujours en train de pleurnicher? Vous savez, j'aimerais qu'on aborde ces sujets comme étant des patriotes. Je me répète encore. Et quand on est comme patriote, c'est-à-dire qu'on a quand même le sens de dire la vérité. Nous mettons d'abord nos couleurs politiques de côté, nous mettons nos tendances à côté, parlons vrai. Vous savez, le chef de l'État et son gouvernement font les efforts chaque jour. Et ils font des négociations dans le pays des Grands Lacs pour que nous puissions sécuriser l'Est de la RDC. Il ne faut pas négocier avec les rebelles. Non, est-ce que je parle de rebelles ici? Je parle de pays, donc c'est-à-dire que les pays membres officiels. Oui, mais quand vous dites que... commencer à négocier, ça produit quoi? Écoutez, nous devons être réalistes. Quand vous dites que l'Ouganda est derrière le Rwanda, Burundi, Ouganda. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce sont des compatriotes ougandais, rwandais, non officiels d'ailleurs. Donc c'est pas pour dire que le Rwanda en tant que pays, en tant que république, ou l'Ouganda en tant que république attaque la RDC. Non, c'est au travers le belligérant. C'est au travers le belligérant. Il a été prouvé noir sur blanc que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Vous patientez, monsieur. Les rapports officiels des Nations Unies. Vous aurez la parole. C'est au travers les belligérants. C'est dans 5 minutes. Vous savez, la grande peur de ces pays, c'est que lorsqu'on lui mange le M23 de notre pays, ils vont s'installer dans l'un des pays voisins. C'est que l'objectif, c'est d'éradiquer définitivement. Mais pourquoi doit-il le Rwanda? Ou bien Kagame? Parce qu'il y a des faits réels, il y a des rapports qui ont été faits, des enquêtes qui ont été faites, et on prouvait l'influence, plutôt l'impact, l'intervention des forces armées rwandaises dans le ministre de M23. Eh bien, ici, il faut juste être réaliste et que si nous parlons de la situation de l'Est de la RDC, prenons aussi les actifs du gouvernement actuel. Les choses que le gouvernement a fournies pour que la paix s'installe. Parce que si aujourd'hui on disait que le gouvernement ne fait rien, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo n'existait plus. Parce que s'il n'y a plus d'efforts, c'est que la République démocratique tombe et le M23 récupère le pouvoir. Donc il faut à un moment donné que nous employions des termes appropriés. Personne n'a dit que le gouvernement ne fait rien. Personne ne l'a dit. Il y a les efforts qui se font. Dans votre bouche. On a parlé que le Congolais puisse, n'est-ce pas, intégrer l'armée. Je pense que nos frères qui organisent les marches devaient être les premiers d'ailleurs à envoyer leur fils. Oui, d'ailleurs eux-mêmes d'abord. Je vois les gens de l'opposition, je vois qui ça... Olivier Kamitatou, Matata Pogno, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Si aujourd'hui ils s'enrôlent aujourd'hui dans l'armée, je crois que je devais être déjà un bon exemple. Parce que eux parlent, pour eux, parler de la situation de l'Est, il faut organiser des marches. Mais d'autant plus, s'enrôler encore dans l'armée, c'est très important. Mais une fois, est-ce que, voyez-vous, quand parmi ces leaders qui sont en train de dénoncer cette situation, une fois qu'ils sont au pouvoir, vous voyez quelqu'un terminer cette guerre? Oui. Ah, mais écoutez, ne parlons pas des choses qui sont impossibles, parlons des choses qui sont réelles. Qu'est-ce qui est impossible? Je ne vois personne dans l'opposition parmi ces quatre. Accéder à la magistrature. Non, c'est réaliste. Ils ont déjà... Écoutez, c'est différent. Je m'explique. Vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour la première fois qu'il dirige un poste dans ces pays. Et nos frères ici ont des gens de bilan, des gens de l'opposition ici. Tous ont déjà des bilans. Et des bilans négatifs. Vous ne devez pas avoir un bilan négatif. Vous ne devez pas avoir un bilan négatif au niveau de la province. Et vous devez être président de la République avec quel bilan? Donc c'est-à-dire que votre bilan négatif va vous accompagner. Si aujourd'hui Moïse Katumbi président de la République, je vous dis, il n'y aura plus d'économie dans ces pays. Eh bien, nous parlons de l'insécurité à l'est de la RDC. Nous devons les reconnaître, même nos téléspectateurs le savent très bien parce qu'on ne peut pas changer de langage. Ils savent très bien qu'il y a les efforts qui se font. Il y a déjà des avancées. Le chef de l'État ne dort pas jour et nuit, par-ci, par-là, pour redonner, n'est-ce pas, la paix. Mais semble-t-il que le gouvernement n'accepte pas les propositions de l'opposition. Quel type de proposition? Moi, je n'ai jamais vu un opposant apporter des Moïse Katumbi était dans l'Union sacrée avec son cahier des charges qui n'a pas été pris en considération. Écoutez, Moïse Katumbi, c'est pourquoi il a quitté l'Union sacrée. Pourquoi? Non, je m'explique. Non, vous n'avez pas. C'est moi qui peux très bien expliquer pourquoi. Non, je donne mon point de vue des choses. Moïse Katumbi a quitté l'Union sacrée parce qu'il a compris que dans l'Union sacrée, il y a un seul candidat président qui est Fachi Beton. D'autant plus qu'il est aussi. Il a aussi des ambitions pour devenir président de la République. Il a quitté l'Union sacrée. Même ces caucus qu'ils ont fait là, des quatre, je vous dis.
ils n'ont pas des... Non, ils n'ont pas une année. Course de ils vont leadership. se diviser. Pourquoi? Parce que nous savons déjà quel est l'intérêt qui les anime. Ils veulent toujours être président de la République. Non, ça c'est faux. Prenez la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, une fois que Moïse Katumbi soit Matata Mpogno accéder à la magistrature suprême, pensez-vous que la guerre dans la partie Est va terminer? Nous sommes réalistes. Ce n'est pas que parce qu'eux pensent que cette situation, il est impossible de mettre la paix à l'Est, que cela sera impossible. Non, ce n'est pas impossible, il y a le processus. Alors, c'est fort. Oui, vous avez mal procédé. Non. Et vous voyez les résultats sur le terrain, ça signifie que la procédure ou le procédé a été mal fait. Alors, nous pouvons le faire. Et nous savons de quoi nous parlons. Moïse Katumbi a un agenda bien garni. Et donc, à ce niveau-là, un an c'est beaucoup, vous verrez les résultats palpables. Nous savons où toquer. Ça, je vous informe, oui. Vous devez le savoir. Pourquoi ne pas proposer si vous avez l'amour du pays? Il l'a déjà fait. Jamais. Mais, maman, vous voyez-vous, n'êtes pas informé. Voyez-vous, Félix Tshisekedi refusait la proposition de Moïse Katumbi. Oui, il avait refusé ça. C'est qu'on appelle le cahier des charges. Vous savez ce qui est écrit dans le cahier. Après l'émission, je vous remets. Première copie, le cahier des charges que Moïse Katumbi avait proposé pour la gestion de ces pays. Vous avez sur ça? Le plan, oui, j'ai ça. Sur le plan économique, c'est ce que vous avez non, déjà pas posé. ici. Oui. Je l'ai ici avec moi. Quand on va terminer l'émission, je vais vous donner le document. Sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, il a tout proposé, noir sur blanc, dans le cahier de charges. À part cela, Moïse Katumbi, c'est l'un des leaders qui avait dit, si le président Félix Tshisekedi avait réussi son mandat, j'allais me retirer de la politique. Katumbi n'était pas à l'Union sacrée pour aller devenir... Il n'était pas à la recherche de postes pour devenir président de la République. Non. La lutte de Katumbi n'est pas de devenir président à tout prix. Non, non, ça c'est faux. Merci beaucoup pour ce n'est pas ça. Merci pour cette Katumbi est en train de lutter pour que le peuple puisse se retrouver. Les soucis de la population, que les sécurités s'arrêtent, la vie chère. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il va postuler? Vous avez dit que il n'a jamais est candidat. Il a proposé, il a donné le cahier des charges qui a été rejeté. M. Josué, il le sait bien. Il y a une autre correspondance avant que Katumbi ne quitte l'Union sacrée. Vous-même, vous aviez vu les documents. On avait envoyé à la présidence un document écrit par Katumbi avec des propositions claires sur la situation chaotique du pays. Il a écrit à 2 reprises, hormis les conseils qu'il lui donnait au téléphone et en face comme ça. Donc Katumbi a tout fait, a apporté sa contribution. Katumbi, c'est un homme sincère. Il a apporté toute sa contribution auprès du président, mais malheureusement, l'entourage du président a fait le tout pour que Katumbi puisse se séparer avec le président. Et le président a déjà compris cela, mais il est impossible de pouvoir revenir encore. Katumbi, c'est un homme sincère, un homme de parole. Quand il vous dit j'ai fait ça, j'ai fait cela, il ne peut pas vous trahir. Voilà, c'est un homme d'affaires. Comme il n'a pas trahi Joseph Kabila. Non, il n'a pas trahi Kabila. Il s'est retiré de PPRD. L'objectif était l'autre, mais quand on voyait ce qui s'est passé, il s'est dit, mais écoutez, la loi mère que nous avons, c'est la Constitution. Nous devons respecter tous la Constitution. Mais quand vous vous mettez à violer les lois, à faire ceci, cela, écoutez... Est-ce que lui, il peut patienter 2 ans pendant que lui, il ne digère pas des violations? Quand vous êtes... Katumbi n'a pas fait 2 ans. Dans l'Union sacrée. Il n'a pas fait 2 ans. Le gouvernement Sama Lukonde a vu le jour le 23 avril 2021. Katumbi a quitté l'Union sacrée au mois de décembre 2022. Ce n'est pas 2 ans. Donc Katumbi a tout fait. Il a apporté ses contributions au président de la République, mais malheureusement, on ne sait pas si le document est arrivé, puisque lui-même, le président Katumbi, a eu à le dire en face comme ça au président de la République, mais malheureusement, il n'a pas été écouté. Donc Katumbi fait tout ce qu'il peut pour apporter sa contribution. Pour ne pas être président de la République. Pour apporter sa contribution à la construction de notre pays. Ce qui compte beaucoup plus pour nous, c'est la RDC. L'État nous fait. Ce qui compte beaucoup plus, c'est le peuple. Si Moïse Katumbi vous suivez dans vos discours ici, vous risquez d'être chassé de son parti. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu congrès dans leur parti politique. On a déclaré Moïse Katumbi candidat président aux élections 2023. Mais aujourd'hui, il nous parle que sur la chaîne internationale, il a dit qu'il sera candidat. Je n'ai pas dit n'est pas candidat. J'ai dit ici qu'il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce qu'il veut, c'est le bien-être social de la population. Ce qu'il veut, c'est que l'insécurité s'arrête. Ce qu'il veut, c'est que je pense l'opposition, quelle que soit leur stratégie, je leur donne juste 7 mois. Ils vont se diviser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de motivation. Je vois
Katumbi avec son propre idéologie. Je vois Matata Pogno avec son idéologie. L'autre là a décidé son propre idéologie. Et donc, rien à espérer de leur caucus. Ils vont organiser des marches autant de fois, aussi longtemps qu'ils n'ont pas le peuple congolais dans leur cœur, ça ne changera rien. Parce que le peuple congolais ont déjà choisi. Ils ont choisi le bon côté. Et le bon côté de l'histoire, c'est l'Union sacrée pour la nation qui prône sur la réélection du chef de l'État, Fatou Béton, en 2023. Merci beaucoup. Prenez la parole pour votre dernier mot. Merci, M. Chouinard. Tout ce que je vais dire ou donner comme dernier mot est que les 4 leaders, ce sont les leaders patriotes, ce sont les leaders qui aiment vraiment ces pays. La marche qui est organisée, c'est une marche avec des motifs nobles. Marcher, dire non à l'insécurité grandissante dans le pays, dire non à la vie chère et à la misère du peuple congolais, et aussi dire non au processus électoral chaotique qui a mal commencé. Et donc, les leaders que vous voyez là, ils ne viennent pas seulement comme... Ce sont les gens qui parlent longuement, ce sont les gens qui savent ce qu'ils font, et ce n'est pas M. Josué qui est à l'extérieur qui viendra nous dire que non, non, ça ne tiendra pas. Au contraire, partout où il passe, c'est pas avec Joseph Kabila qui était, on ne sait pas le prochain. C'est l'union sacrée qui est une coquille vide qui va exploser d'ici là. Où est le sort de la Mouka? La Mouka est où? Je vous donne 6 mois. La Mouka est où? La Mouka. Madame, le président de la République fait partie de la Mouka. Nous sommes arrivés. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Il avait retiré sa signature. Non, non, non. Voilà. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à monsieur Josué. Merci à monsieur Jérémy. C'était un débat démocratique. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez-nous sur notre page YouTube, disons YouTube, Facebook. Vous tapez Amani débat, vous allez retrouver l'intégralité de l'émission coupée des endroits qui vous ont fait énormément plaisir. Alors, madame, monsieur, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Vous êtes sur Amani, nous couvrons Kolwezi et ses environs, la proximité est notre affaire. Partagez l'information de votre milieu, appelez-nous au 097 077 70 86 ou au 097 00 0972. Amani, la chaîne de la paix.